quand nous chanterons le temps des cerises, les guerres rossignols et merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître, sans publicité, la voix de la Fédération anarchiste, à Racaille, le 21 novembre 2017. Et nous avons aujourd'hui une invitée, Colette Houdouin, femme d'artiste, qui va nous évoquer avec nous justement la vie de son conjoint, la vie d'artiste de son conjoint, sa vie aussi, parce qu'elle l'a accompagné tout au long de sa vie. Et elle s'est occupée du temps vivant de son compagnon, et depuis qu'il a quitté cette terre de misère, elle s'occupe de son œuvre, et elle s'en occupe d'une manière assez extraordinaire, faut le dire. Bon, vous venez d'écouter Noir Désir, le temps des cerises, et nous allons, au cours de cette émission, porter, comme d'habitude, un regard en marge sur l'art, et aussi dénoncer les sales coups de la politique politicienne en toc. Oui, bonjour tout le monde. Moi, je rappelle le numéro du studio pour nous joindre pendant les pauses musicales ou à la fin d'émission. C'est le 01 43 71 89 40. C'est l'hiver et nous tournons en rond, sans rien faire, sans chanter de chansons, au fond des corridors, enfants des courants d'air. Au-dessus du grillage, on voit l'arrogance de leurs armes, tu vois. Je ne suis pas à plaindre, crois-moi, on s'occupe de moi. On dirait qu'ils veulent nous détruire. On dirait qu'ils veulent nous réduire. Je n'ai pas de remords, je suis un enfant perdu. Je suis dans les nuages, c'est vrai. Ici rien n'est réel, tu sais.
Peut-être qu'on se réveille jamais, mais qu'est-ce qu'on avait fait? Je suis hors la loi, au bout de plein total et de cendres. Je suis hors la loi, la vie est au-delà, tu lui ressembles. J'attends le jour, j'attends mon tour, j'attends toujours, j'attends la mort facile, idiot tranquille, jaguar castré, pris au filet, j'écris ma rage, je prends de l'âge, je connais, c'est sûr, toutes les fissures, chaque millimètre de mes 3 mètres, les bruits, les heures, la nuit, la peur, je vois ton visage ouvrir ma cage, j'ai ton odeur, je sens ta chaleur, je crie ton nom, je crie l'amour, je vis toujours, combien de temps j'attends, j'attends, j'attends. C'est l'hiver et nous tournons en rond sans rien faire, sans chanter de chansons au fond des corridors, enfants des courants d'air. Au-dessus du grillage, on voit l'arrogance de leurs armes, tu vois. Je ne suis pas à plaindre, crois-moi, on s'occupe de moi. Je suis hors la loi, au bout de pain total et de cendres. Je suis hors la loi, la vie est au-delà, tu lui ressembles. Je suis hors la loi, au bout de pain total et de cendres. Je suis hors la loi, le ciel est gris acier comme en décembre, mais j'attends, 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 j'attends. Bernard Lavilliers, QHS. Sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître, sans publicité, la voix de la Fédération anarchiste. Aujourd'hui, invité
Colette Houdouin, compagne d'artiste, artiste elle-même d'ailleurs. Ils ont tous les deux fait leurs études dans des écoles de beaux-arts diverses, un peu vagabonds, surtout pour le compagnon de Colette, Odon. Voilà. On a la joie et aussi, on pourrait dire, en même temps, on se rengorge, on se goberge un peu de la recevoir aujourd'hui parce que c'est la première fois qu'on a ici une femme d'artiste. Et on est très attaché, surtout ma camarade Piquet-Cou, à justement à mettre en lumière ces compagnes qui sont toujours dans le noir. On parle des artistes, on parle du travail des artistes, on parle de la création des hommes, mais rarement de leurs compagnes qui pourtant ne seraient pas grand-chose sans elles. Voilà. Et or, Colette, non seulement elle a accompagné son époux pendant toute sa vie, depuis l'école des beaux-arts pratiquement, mais maintenant que sa vie est achevée, elle continue à s'occuper de ses créations, en montant des expositions, en se donnant vraiment beaucoup pour faire connaître et pour faire perdurer son œuvre. Voilà, donc c'est quand même assez exceptionnel qu'on puisse aujourd'hui la recevoir. Mais avant de lui donner la parole, on va faire notre petit business habituel concernant la politique. Dominique, on attaque Oui. Bon. Alors, tout de suite, après QHS de Bernard Lavilliers, qui évoque la vie d'un taulard, je vais vous citer d'abord un petit texte de comment dirais-je, de Ferdinand Céline. Presque tous les désirs du pauvre sont punis de prison. Voilà. Et c'est le cas pour les Palestiniens, qui sont les pauvres d'Israël, de la Palestine, puisque c'est un pays occupé à qui on vole des terres régulièrement, qu'on emprisonne régulièrement, qu'on torture aussi et qu'on peut tuer aussi. Bon, et c'est un petit texte qui est émis par le Bureau national de l'UJFP, je vous rappelle, l'Union juive française pour la paix. L'État d'Israël a prévenu qu'elle et il, au pluriel évidemment, seraient refoulés à l'aéroport de Tel Aviv quand il et elle s'y présenteraient le 18 novembre. Leur délégation, composée d'élus, enfin féminins et pluriels et masculins, issus de ELV, du Parti communiste et de la France insoumise, veut alerter sur la situation de près de 6000 prisonniers politiques palestiniens en rencontrant Marwan Barghouti, le Mandela palestinien condamné à perpétuité, et un de nos compatriotes, l'avocat Salah Hamouri, en détention administrative depuis le 23 août 2017. Ouf. Tous deux sont évidemment des terroristes passés, présents ou à venir, et Israël ne veut pas de témoins critiques de sa politique de dépossession et de répression coloniale contre le peuple palestinien. Ainsi, comme juifs et juives, l'État sioniste prétendant agir en notre nom nous fait honte en contribuant aussi à générer le climat délétère actuel d'islamophobie et d'antisémitisme. Climat soigneusement et continuellement entretenu par nos élites, des médias néocons ça veut dire néocolonialistes, aux pseudo-philosophes racistes. Je ne vais pas les citer, c'est pas la peine, tout le monde les connaît. De plus, 6 de ces élus aggravent leur cas en ayant exprimé des opinions favorables au BDS. Je vous rappelle que le BDS, c'est une association qui milite contre l'importation de produits israéliens. Voilà, c'est un boycott. Venant des territoires occupés. Oui, voilà, c'est ça. Ou à certaines formes de boycott et sont donc particulièrement indésirables. Je rappelle que le BDS en France est interdit. C'est le seul pays occidental et soi-disant démocratique où c'est interdit. Aux États-Unis, c'est tout le contraire. Pourtant, les États-Unis, on ne peut pas dire qu'ils soient, si vous voulez, pro-palestiniens. De plus, 6 de ces élus aggravent leur cas et en ayant exprimé des opinions favorables au BDS ou à certaines formes de boycott et sont donc particulièrement indésirables. Les élus de la République doivent pouvoir témoigner de leur solidarité car la liberté, l'égalité
et la fraternité ne connaissent pas de frontières. Le président de la République, le gouvernement ne peuvent pas ne pas intervenir lorsque ces valeurs républicaines sont bafouées. Or, nos politiques, tous bords confondus, eh bien, parce que dans cette délégation, il n'y a apparemment pas de socialistes, pas de LR, pas de En Marche, pas de ceci, pas de cela. Voilà. On peut se poser des questions sur justement le gouvernement qui, lui, assimile ouvertement l'antisionisme à de l'antisémitisme, exactement comme les Israéliens le prônent, ce qui engendre une confusion sans nom et met au banc quasiment de notre société tous les gens qui ne sont pas d'accord avec l'occupation de la Palestine. Voilà, c'est quand même... On imagine l'apartheid en Sud-Afrique, il n'y a jamais eu de différenciation comme ça. On était contre l'apartheid, point final. Là, on est contre la colonisation des territoires palestiniens, point final. Il n'y a pas d'antisionisme, il n'y a pas d'anti-machin, etc., etc. Il n'y a pas d'antisémitisme, plutôt. Je me mélange les crayons à chaque fois, tellement tout ça me perturbe. Bon, et puis en codicile à ce papier de l'UJFP, je voudrais évoquer très brièvement, puisque là on pourrait faire 10 émissions dessus, voilà, pas une nouvelle, mais enfin, libérer les enfants palestiniens des prisons israéliennes par le collectif national pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens. Et c'est un communiqué de ce collectif, voilà, à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant du 20 novembre, c'est-à-dire d'hier. Bon, ils ont déclaré... Alors, Farhan Haq, secrétaire adjoint des Nations Unies, a déclaré au cours d'une conférence de presse le 7 novembre au siège de l'organisation internationale à New York, 500 enfants palestiniens sont actuellement détenus par Israël. L'ONU, qui a exprimé sa profonde préoccupation face à cette situation, confirme ainsi les nombreux rapports des associations des droits de l'homme israéliennes et palestiniennes qui dénoncent l'emprisonnement des enfants palestiniens. Chaque année, 700 d'entre eux sont emprisonnés plusieurs mois, pour la plupart dans les prisons d'Ofer et de Megiddo. 12 000 depuis l'intifada de 2000. Alors 12 000, 2000, on est en 2017, ça fait presque 1000 par an, pas tout à fait, disons 600. Le plus souvent pour jet de pierre, une des accusations passibles de 10 à 20 ans de prison. Imaginez-nous nos manifs régulières où on balance aussi des trucs sur les CRS ou les gardes mobiles. Bon, il n'y a jamais un gamin qui a été mis en prison pour ça et condamné à 20 ans de réclusion. Non, mais en Israël, c'est courant, quoi. Et c'est en violation flagrante de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 et même de la législation israélienne, ces enfants, parfois âgés d'à peine 12 ans, sont arrêtés, emprisonnés, soumis à l'isolement cellulaire, violentés, interrogés et parfois torturés pendant les gardes à vue pouvant durer jusqu'à 96 heures. Leurs parents sont exclus de la procédure une fois que les jeunes sont officiellement arrêtés. À partir de 15 ou 16 ans, ils sont jugés et détenus avec et comme les adultes. Plusieurs enfants palestiniens détenus à la prison d'Ofer ont signalé récemment à leurs avocats avoir subi la torture et des mauvais traitements au cours de leur interrogatoire. Bon, j'arrête là parce que c'est tellement à vomir que c'est pas la peine de vous infliger ces espèces de flagellation. Mais bon, voilà, il faut que vous soyez au courant. Il n'y a pas beaucoup de médias qui relaient ces informations. Et je voudrais personnellement dire à ces élus, principalement de gauche, évidemment, communistes, EELV ou insoumis, même si nous, ici, on ne porte pas les élus forcément dans nos cœurs, comme on dit communément, vous connaissez nos positions sur les mandats impératifs et toutes ces choses-là. Bon, on n'aime pas beaucoup les gens qui parlent en notre nom, qu'on élit pour être nos porte-paroles. On porte notre parole tout seul. Mais bon, il faut quand même reconnaître que ceux-là, au moins, ils font du boulot. Ils honorent leur mandat, mais encore une fois, même si on n'est pas tout à fait d'accord avec le processus. Et c'est bon. Je ne veux pas vous citer leurs noms. J'avais dans un premier temps eu l'idée de citer ces noms. Mais bon, sachez qu'ils sont au moins 8 et que c'est tout à leur, on peut dire honneur, si ce mot-là veut encore dire quelque chose, d'avoir adopté ce comportement. Ouais.
Alors moi, je vais faire un billet plus écolo avec une citation de Tartuffe, de Molière. « La vertu dans le monde est toujours poursuivie, les envieux mourront, mais jamais l'envie. » Alors pour parler justement de cet appel que le Monde a relayé en intégralité la semaine dernière, c'est l'appel de 15 000 scientifiques qui viennent de 184 pays, un appel à se mobiliser contre la dégradation catastrophique de notre environnement. Donc on retrouve des biologistes, des physiciens, des astronomes, des chimistes, des agronomes, voilà, des spécialistes du climat, des océans, de la zoologie, de l'halieutique. Les auteurs mettent en garde donc contre la destruction rapide du monde naturel et le danger de voir l'humanité pousser, entre guillemets, les écosystèmes au-delà de leur capacité à entretenir le tissu de la vie. Donc c'est un appel qui est destiné aux responsables politiques et aux décideurs. Et c'est une inquiétude qui n'est pas nouvelle, puisque 25 ans auparavant, donc on est en 1992, lors du sommet de Rio, 1700 scientifiques avaient déjà tiré cette sonnette d'alarme. Sans effet, un appel qui avait été étouffé dans l'œuf par l'appel de Heidelberg. Donc ça, c'était une belle arnaque qui a été découverte un an après et qui était montée de toutes pièces par le lobby du tabac et de l'amiante qui avait réussi à enfumer 4000 chercheurs, dont 72 prix Nobel. Donc cet appel qui avait été écrit par Michel Salomon, c'est un lobbyiste français, s'attachait à dénoncer en une dizaine de lignes, je cite, l'émergence d'une idéologie irrationnelle qui s'oppose au progrès scientifique et industriel et nuit au développement scientifique et social, faisant passer donc les scientifiques de Rio pour des charlatans. Et France Culture a même remis en ligne les propos du ministre de la Recherche et de l'Espace d'alors, Hubert Curien, qui disait « Il y a là une petite révolte de nos amis scientifiques qui sont souvent ulcérés de voir que leurs discours passent moins bien que des discours de charlatans. Des discours de charlatans, on en entend beaucoup, et quelquefois, c'est vrai, ils sont assez séduisants. Mais quand il s'agit de charlatans qui influent sur des décisions scientifiques, effectivement, ça devient embêtant. » Donc on faisait passer ces premiers scientifiques de 1992 pour des rigolos anti-progressistes, quoi. Alors ce qui est intéressant, moi j'aime bien quand même toujours noter qu'on avait retrouvé des prix Nobel, et que des gens même lucides avaient été complètement piégés par cet appel. On avait même retrouvé que Pierre Bourdieu, par exemple, Ionesco, enfin des gens qui ont quand même une capacité de réflexion et intellectuelle assez poussée et qui finalement se sont laissés complètement prendre, quoi. Donc là, la COP23 est terminée. Les Tartuffes de l'écologie sont immortalisés sur la photo de groupe, souriant, contents d'eux, alors qu'aucune décision importante n'a été prise concernant, par exemple, l'aide aux populations les plus vulnérables à faire face aux impacts du changement climatique. La plupart des États se réfugiant dans des postures de négociation et utilisant le retrait des États-Unis pour ne pas aller plus loin. C'est un bon prétexte. On n'attendait non plus rien de cette mascarade, mais bon. Et concernant alors l'alimentation, par exemple, des études ont montré qu'une agriculture biologique pourrait nourrir en 2050 les 9 milliards d'individus attendus en réduisant le gaspillage alimentaire et la nourriture d'origine animale, sans hausse de la superficie de terres agricoles, avec des émissions de gaz à effet de serre réduites. Donc c'est un défi de taille, alors que le bio ne représente que 1% de la surface agricole utile dans le monde, c'est 6% en France. Mais on n'est pas les champions de l'Europe, loin de là. Mais là aussi, les aides en France à l'agriculture biologique sont réduites. Or, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, c'est-à-dire la FAO, la production agricole devra encore augmenter de 50% d'ici à 2050 pour nourrir une population mondiale de plus de 9 milliards demain, de quoi fragiliser davantage l'environnement et le climat et donc la sécurité alimentaire, alors qu'une agriculture biologique pourrait justement pallier tous ces manques. Bien sûr, et puis quand on dit les États ne sont pas capables, ils ne sont même pas capables d'assurer un minimum de bien-être à des millions de citoyens de leur propre pays, alors le niveau international et le climat, ils s'en battent complètement. On dirait qu'ils ne sont pas d'enfants, ces gens-là. Ouais, c'est ça, on dirait vraiment qu'ils n'ont pas d'enfants, t'as raison. Ouais. Les gestes sont les mêmes depuis la nuit des temps. Depuis que l'homme sème l'avoine et le froment, la main s'ouvre et la graine s'envole avec le vent. La terre attend sereine et le germe est patient. La vie
pas à vendre. Qui donc peut la comprendre, qui sait d'où elle vient? Seul un fou peut prétendre qu'il en est souverain. Elle renaît sous la cendre, à nul elle n'appartient. Têtue, fragile et tendre, elle est dans chaque grain. La vie n'est pas à vendre. Des hommes insatiables, grossiers, avides, avares, sans loi, sans Dieu ni diable, autre que le dollar. On dit tout ce qui pousse est verdi et fleuri. Sous le ciel est à nous, malheur à l'insoumis. La vie n'est pas à vendre. À entendre ces gens vivants à l'âme morte, faudrait chaque printemps que la nature apporte. Payer pour acheter à d'abjects bandits. Le mystère donnait l'étincelle, le cri. La vie n'est pas à vendre. La vie n'est pas à vendre. Serait temps que se lève, fraternel, un grand vent. Serait temps qu'enfin crève le pouvoir de l'argent. Que la seule loi qui reste soit celle du plus doux, du faible, du modeste, et qu'elle règne partout. La vie n'est pas à vendre. La vie n'est pas à vendre. Michel Buller, La vie n'est pas à vendre, un extrait de son dernier CD La Vague. Oui, une magnifique chanson sur la vie, évidemment.